Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission en direct pour cette deuxième journée européenne de la mobilité. Bienvenue, le thème de cette émission, loueur de longue durée, comment se repositionner, comment se réinvente-t-on après une crise sanitaire et économique comme le Covid-19, avec en plus les nouvelles exigences en matière de transition énergétique et de politique RSE. Pour en parler en plateau, à mes côtés, Régis Mazera, vous êtes le directeur du consulting d'Arval France. Bonjour Bonjour. et bienvenue. Et à vos côtés, François Piot, président de l'Arval Mobility Observatory. Vous nous direz Bonjour. en quoi ça consiste. Vos questions, vous pouvez vous poser toutes les questions par Internet, je le rappelle, par le chat. On vous y répondra à la fin, d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. N'hésitez pas sur le chat, vous posez toutes vos questions. Alors, pour commencer, tout simplement, en quelques mots, en quelques chiffres, Arval, c'est quoi? Alors, Arval, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc c'est une filiale qui est 100% BNP Paribas, et c'est la filiale qui est spécialisée dans la location longue durée de véhicules et de solutions de mobilité aux entreprises. Donc aujourd'hui, Arval fait partie des leaders du marché. Nous gérons à peu près plus d'1,3 million de véhicules dans le monde, répartis sur 29 pays, dont plus de 330 000, plus de 334 000 même véhicules en France à fin 2019. Donc c'est aussi et surtout 7 000 collaborateurs dans le monde, dont presque 1 500 en France. Euh, Comment, alors la question, c'est le thème de l'émission, mais comment une société comme la vôtre a vécu cette période très, très compliquée? Comment ça s'est passé? Alors, si on doit retenir un mot d'ordre, ça a été le pragmatisme, clairement. L'idée a été de se mettre dès le début et ensuite de pouvoir s'adapter à la situation. Vous l'avez bien dit, cette crise, elle a pris différentes formes, était très particulière et dans son contexte, dans sa façon finalement de se mettre en œuvre. Donc vraiment, le mot d'ordre a été le pragmatisme pour pouvoir à la fois gérer l'interne, c'est-à-dire les collaborateurs, les systèmes qui permettent de maintenir l'activité, et en même temps de pouvoir continuer à accompagner nos clients, quitte à devoir déroger à certains process internes, ce qui n'est pas un sujet mineur dans une société comme la nôtre. Mais vraiment, le pragmatisme était le mot d'ordre. C'est exactement ça le pragmatisme, François Piot? Alors, pour ce qui concerne l'Observatoire, nous ne sommes pas du tout opérationnels. Je peux peut-être dire un mot de Oui, l'Observatoire. alors on va en parler. Donc l'Observatoire, c'est une donc, vue d'ensemble, on va dire, Voilà, de donc ce qui se c'est passe, de une l'activité. association qui a été créée en 2002 avec deux associés fondateurs qui sont BNP Paribas d'une part et Arval d'autre part. Nous avons en gros trois missions. Nous écoutons, nous regardons, nous essayons de comprendre ce qui se passe dans le monde, originellement du véhicule d'entreprise, mais en fait maintenant dans la mobilité au sens très large dans les entreprises. Nous formons et nous informons ceux qui nous le demandent. Et conséquence des deux premières, nous sommes maintenant perçus par la personne publique, c'est-à-dire à la fois les fonctionnaires et les élus, comme un interlocuteur un peu qualifié. Et donc quand ils ont une idée, ils nous disent on a l'intention de faire ça, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on a oublié, qu'est-ce qu'on devrait faire en plus, etc. Et donc nous sommes pas un conseiller, mais plutôt un contradicteur constructif, voilà, de la personne publique. Est-ce que le Covid-19 pourrait amener une étude justement Alors, sur le oui, sujet? alors, ce qui est intéressant, c'est que nous publions chaque année un baromètre depuis 2002 qui est toute une série de questions sur l'ensemble des sujets que nous traitons et qui permet de suivre les tendances. Et alors, effectivement, la dernière livraison a fait l'objet d'un questionnaire qui était antérieur à la crise du Covid en janvier-février. On vient de sortir les résultats. Ce qui va être intéressant, ça serait de voir, probablement avec des études complémentaires, ce qui relevait du conjoncturel et ce qui relève du structurel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les grandes tendances. Mais il est très probable que la crise du Covid va avoir modifié quelques grandes tendances, et c'est probablement ça qu'on va aller regarder maintenant. Euh, Comment concrètement ça s'est passé avec vos clients et qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, ça a changé. Déjà, il y a la façon de traverser cette période qui conditionne finalement la façon dont on en sort. Clairement, on peut distinguer 4 grandes étapes pour nous. La façon dont ça s'est passé, dans la façon dont on va sortir. Comme je disais, la première, déjà, ça a été d'être en capacité de pouvoir contenir l'activité. Donc, sécuriser les collaborateurs, mettre en place les systèmes et les organisations qui permettent de couvrir la période. Ensuite, c'est effectivement de couvrir les mesures d'urgence pour les clients, donc le court terme. Donc bien entendu, on a toutes les logiques de gestion des contrats, mais aussi les mesures très classiques de besoin de livraison, d'entretien de dernière minute, de reporting, de répondre aux besoins voilà, très ponctuels et très sur le moment des clients. La troisième pan, ça a été aussi de s'intéresser, d'être très finalement
de sécuriser nos partenaires, notamment les structures les plus fragiles, puisque ça fait partie aussi de notre métier que de traiter des partenariats. Et le dernier pan qu'on a préparé pendant la période et sur lequel là on accélère, c'est comment on prépare ensuite l'avenir. Comment on accélère, comment on gère cette sortie de crise, qu'est-ce que ça nous a enseigné, à la fois sur la flotte de nos clients en termes de fonctionnement, en termes d'opportunités, de manière à pouvoir l'intégrer dans les plans d'action à court et moyen terme maintenant. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vraiment change? C'est quoi? Il y a de nouvelles demandes de mobilité, par exemple, de la part de vos clients, ou est-ce que ça, c'est une tendance? Alors oui, clairement. Clairement, la demande d'évolution et de transition vers des nouvelles mobilités n'a pas faibli pendant la période de crise. On a continué à avoir le même nombre de sollicitations, notamment au niveau du consulting. Là où on s'attendait d'ailleurs plutôt à une baisse d'activité, on a eu finalement plutôt un surcroît sur cette demande d'études et d'analyses pour anticiper alors, que ce soit de la transition énergétique ou de la passation sur des nouvelles mobilités. Maintenant, je pense que ce que ça a changé profondément, c'est que les entreprises vont devoir intégrer finalement 3 grands pans. Les grandes tendances réglementaires, la façon dont elles-mêmes gèrent des périodes de crise et se projettent du coup dans la transformation de leur mobilité, et également la notion de qu'est-ce que ça a changé chez les collaborateurs dans leurs habitudes, que ce soit professionnel ou personnel, dans le rapport à la mobilité. Vous diriez que ça a accéléré le mouvement, c'est-à-dire la transition vers des véhicules électriques, hybrides? Est-ce que ça a vraiment finalement donné un coup de boost à ce type de véhicule? Est-ce qu'il y a plus de demandes aujourd'hui? J'imagine que oui. Alors oui, il y a plus de demandes, indéniablement il y a plus de demandes, qui peut être aussi lié d'ailleurs à un certain nombre de mesures. On voit aujourd'hui qu'il y a maintenant des éléments très favorables, enfin en tout cas plus favorables qu'avant dans la mise en place de flottes électriques ou hybrides, notamment à travers les mesures fiscales. Donc ça, bien entendu, ce sont des effets accélérateurs. Je reviens sur ce que je vous disais, je pense que oui, bien entendu, on est dans cette logique où déjà on a le fruit des plans d'action qui étaient précédemment, on va dire, lancés sur les derniers mois ou déjà pensés par nos clients. Après, je pense que ça a accéléré sur deux choses. Bien entendu, l'accélération de ces plans déjà validés et aussi un re-questionnement sur la mobilité de demain et donc une volonté d'accélérer sur ces réflexions. J'ai même vu que vous proposiez des vélos. Oui, complètement. Ce que je disais tout à l'heure, notre métier initial, c'est la location longue durée de véhicules, mais on va de toute façon tendre vers des packages de mobilité. Et aujourd'hui, Arval s'intéresse à la mobilité en général. C'est pas impossible. On a un package avec tout, trottinette, vélo, voiture. Complètement. On se dirige vers une gestion de la mobilité qui ne sera plus monoproduit. Il n'y aura plus du 100% véhicule, enfin en tout cas on pense vraisemblablement que ce ne sera plus comme ça. Il n'y aura plus du 100% véhicule, du 100% thermique, du 100% électrique non plus. Donc on va de plus en plus tendre vers des logiques de package de mobilité qui seront liées à l'usage, aux besoins du moment, au pragmatisme du moyen de mobilité par rapport à son besoin. Et c'est vers ça qu'on tend. Et c'est là où d'ailleurs un acteur comme Arval doit accompagner ses clients. Alors une question qui s'adresse à tous les deux, parce que vous avez travaillé sur le sujet, sur le véhicule électrique, qui est vraiment la tendance du moment. Vous venez de sortir un livre blanc sur le véhicule électrique, si vous pouvez nous en dire 2 mots. Et puis je crois que vous avez aussi réalisé une étude sur le véhicule électrique assez conséquente, avec beaucoup d'enseignements. D'abord un mot sur le livre blanc. En quoi consiste-t-il ce livre blanc ? Le livre blanc, il consiste à accompagner nos clients dans la réflexion qu'ils mènent. Aujourd'hui, en fait, quand on parle de véhicules électriques, on parle d'un écosystème. Clairement. Le véhicule, oui, il reste au centre parce que c'est une nouvelle technologie, c'est ce vers quoi on tend, c'est le futur. Maintenant, là où précédemment, changer d'énergie entre du diesel ou de l'essence n'était pas un sujet en tant que tel, le fait de basculer vers l'électrique, c'en est un. Il y a toute la logique de recharge, de structure qui accompagne donc l'alimentation du véhicule. Il y a toute la logique d'accompagnement des collaborateurs. Et vous le faites, vous accompagnez complètement. Bien sûr. Pour la recharge. Bien sûr, ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. On accélère très fortement ces derniers mois, puisqu'on a noué de nombreux partenariats, notamment avec les principaux énergéticiens, de manière à pouvoir répondre finalement à tous les cas de figure chez les clients. C'est très divers, entre l'ingénierie technique pour équiper un parking, l'optimisation du nombre de bornes, la gestion de la façon dont on va... Mais c'est tellement énorme que vous avez les moyens de faire ça ? Parce que c'est tellement large que ça nous amène à 2 choses. Bien sûr, nouer des partenariats pour pouvoir avoir des offres très concrètes, des choses très tangibles à déployer auprès de nos clients. Et également, et ça c'est surtout effectivement sur la logique conseil, des logiques de méthodologie. Le système, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que c'est tellement vaste qu'à un moment, nos clients peuvent à un moment s'y perdre dans la façon de prendre le sujet et de l'implémenter dans l'entreprise.
On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on a déployé une méthodologie pour justement permettre de structurer et d'accompagner les clients dans ces prises de décision pour arriver à des plans d'action opérationnels, concrets, et pas que ça reste à l'état de projet ou de présentation Parce d'entreprise. qu'entre installer la borne chez soi, sur son lieu de travail, etc., c'est un mix. En fait, c'est quoi? Vous faites du sur-mesure. C'est ça l'idée. C'est une logique de sur-mesure, mais surtout de cohésion de l'ensemble des forces dans l'entreprise, chez nos clients. En clair, là où avant on était plutôt, en tout cas au niveau du conseil, et même finalement dans les plans d'action, très orientés par rapport à un service dans l'entreprise qui lidait le sujet, un plan d'économie, c'est les achats, la gestion de la flotte, c'est les services généraux, etc. Aujourd'hui, dans ces phases de transition, finalement, c'est tous les services de l'entreprise qui sont concernés et sur lesquels il va de toute façon y avoir des effets et des conduites du changement à mener. Donc c'est dans cet esprit-là, si vous voulez, qu'il va falloir mettre de l'ordre et de la méthodologie pour arriver à adapter les plans d'action. Il n'y aura plus un plan d'action général pour tout le monde. Il va y avoir un plan d'action en fonction de certains métiers, de certaines populations, de certaines pratiques. Du sur-mesure, mais quand même dans une logique d'optimisation du schéma opérationnel. L'entreprise a quand même besoin de pouvoir... Suivant chaque entreprise, on va dire du sur-mesure, suivant chaque entreprise. Exactement, de s'adapter aux besoins de chacune des entreprises. François Piot, vous avez donc réalisé une énorme étude sur le véhicule électrique. Combien de pages? De mémoire, 150 ou 160. 150 pages. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette étude? Parce qu'on parle beaucoup de l'électrique, c'est un peu la tarte à la crème qui revient en fait, constamment. on est parti d'un constat, c'est que des organismes respectables et respectés donnaient des présentations complètement opposées. Pour certains, un véhicule électrique était plus favorable en termes d'émissions de CO2 et des gaz polluants à partir de 5000 km. Et une autre organisation très respectable disait qu'il faut faire 170 000 km pour compenser. Ah oui, donc alors, là, le gap est énorme. La première action, c'est de se dire il y en a un des deux qui se trompe. Comme c'est des gens respectables, on se dit non, c'est peut-être parce qu'on n'a pas bien compris. Et donc, on est allé creuser le sujet. Pour résumer la conclusion, en fait, quand on regarde un véhicule électrique, il faut prendre en considération l'endroit où est construite la batterie, l'endroit où est assemblé le véhicule et l'endroit où est utilisé le véhicule. Et pour un véhicule qui serait construit en Norvège, avec une batterie qui serait assemblée en Norvège et qui roule en Norvège, effectivement, moins de 5000 km suffisent pour que le véhicule soit plus vertueux. Le même véhicule qui serait construit en Chine avec une batterie chinoise et qui roule en Chine, où l'électricité est à 80, soit 75% au charbon, donc ne fait que déporter les gaz à effet de serre dans les centrales à charbon. Et donc, il faut effectivement faire, non pas 170, mais plutôt 180 000 km. La France se situe un peu du côté, je dirais, vertueux, parce que son électricité est à 74% nucléaire. Alors, effectivement, en termes de CO2, l'électricité nucléaire est très vertueuse. Elle a par ailleurs d'autres inconvénients. Pour l'instant, on est obligé d'enfouir les déchets. Donc, par nature, ça reste quand même une solution transitoire. Donc, on enfouit les déchets, donc ce n'est pas une solution définitive. Et puis, on sait que quand il y a des problèmes techniques de gestion des risques, ça peut dégénérer. Alors, je pense que la France a probablement un niveau de garantie de risque qui est supérieur à certains autres endroits. Mais enfin, l'électricité nucléaire présente quand même un inconvénient. Pourquoi vous avez décidé de faire cette observation à grande échelle sur l'électrique? Parce que notre objectif, c'est d'essayer de comprendre les sujets que les entreprises qui s'intéressent à la mobilité se posent. Et donc, clairement, c'est un vrai sujet parce que la RSE, globalement, l'environnement, les considérations font maintenant de plus en plus partie des objectifs prioritaires des grandes, des moyennes et même des petites entreprises. Et donc, on cherche à les aider dans ce choix. Celui qui entend dire que, en fait, un véhicule électrique, c'est pas si bien que ça, puis qu'il faut faire 170 000 km pour composer un thermique, et qui entend le lendemain dire, mais non, c'est pas vrai, il faut que 5 000 km, il est forcément dans l'indécision. Il se dit, mais alors, qui faut-il croire? Et donc, il faut croire les deux. Mais pourquoi les deux ont raison? Et c'est ça qu'on a cherché à démontrer. Selon l'utilisation, selon ce qu'on fait, on est dans ce cas de figure ou dans l'autre. Mais, alors, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais vous remplissez une mission, mais est-ce que ce n'est pas finalement la mission des pouvoirs publics de faire ça, de renseigner tout le monde? On a l'impression qu'il y a un déficit d'information, finalement, sur le sujet. Oui, il dit un peu tout et n'importe quoi, mais au final, on ne sait pas vraiment comment l'aborder.
Je ne fais pas partie de ceux qui portent l'anathème sur les pouvoirs publics en permanence. Ils font leur boulot, peut-être plus ou moins bien. Nous, on pense que c'est utile, que c'est dans la philosophie de notre observatoire. Et en fait, ça permet aux décideurs d'entreprise responsables de la flotte d'avoir un éclairage un peu plus documenté et assez indépendant. On n'est jamais complètement indépendant, mais assez indépendant sur ces sujets. Comme on leur apporte un savoir sur la fiscalité, sur la réglementation, sur la technologie. Enfin, toutes nos publications traitent l'ensemble des sujets qui sont ceux qui intéressent les décideurs dans l'entreprise. Alors justement, En charge de la flotte. en termes de fiscalité, en termes de, on va parler de coûts, parce que c'est un peu le nerf de la guerre dans une entreprise. Est-ce que l'électrique aujourd'hui, ou l'hybride, est-ce que c'est intéressant? D'un point de vue, alors on va enlever l'aspect écologique, on va parler d'un point de vue purement matériel. Est-ce que, parce que c'est ce qui motive quand même, c'est ce qui avait poussé le diesel pendant de nombreuses années quand même. Donc est-ce qu'aujourd'hui, passer à l'électrique ou passer en hybride, c'est intéressant pour une entreprise? Est-ce qu'ils en ont les... Alors, d'une petite à une grande, est-ce que c'est intéressant? Alors, plusieurs éléments de réponse. Globalement, les écarts entre l'électrique et le thermique se sont considérablement réduits. Il y a également de nouvelles opportunités. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 6-8 mois, un collaborateur ou une entreprise qui proposait des véhicules électriques à ses collaborateurs avait aussi une charge en termes d'avantages en nature supérieure à des véhicules thermiques. Donc il y a la logique de coût pour l'entreprise, puis il y a aussi la logique de coût pour le collaborateur. Donc, il y avait finalement une certaine incohérence par rapport à ça. Aujourd'hui, on est plutôt sur un avantage fiscal pour le collaborateur qui vient aussi réduire le coût pour l'entreprise et qui fait qu'on commence à avoir vraiment des réductions très significatives des écarts de TCO. On n'est pas encore sur, aujourd'hui, nous, dans ce qu'on constate au niveau du consulting sur la partie électrique, on commence à avoir des cas de figure qui présentent des économies. On reste encore sur certains cas de figure avec des surcoûts, mais une fois de plus, on se rapproche plus, j'ai envie de dire, de l'épaisseur du trait que des cas vraiment très significatifs qu'on pouvait encore constater il y a encore 1 an ou 1 an et demi. La logique de taille de parc joue beaucoup, bien entendu, puisque la logique de remise commerciale, qu'on soit une petite entreprise ou une grosse, n'est pas du tout la même. Donc forcément, sur des petites entreprises où les écarts de remise entre de l'électrique et de l'hybride, bien entendu, avec des politiques de remise qui sont moins ambitieuses sur l'électrique, forcément, c'est pas le même type de véhicule. Donc là, on retrouve aussi une meilleure cohérence entre guillemets de coûts entre l'électrique et l'hybride. Et puis pour compléter votre question, il y a surtout l'arrivée de l'hybride qui arrive en force aujourd'hui sur les marchés des entreprises, où on commence même à avoir certains cas où là, on est en positif pour l'hybride. Même avant d'ailleurs le sujet du bonus qui vient d'être réintégré pour ce type de véhicule. C'était même déjà intéressant avant le bonus. Voilà, sur certaines gammes de véhicules, notamment sur le premium, aujourd'hui, à modèle équivalent, vous avez des véhicules hybrides qui présentent des gains très significatifs versus leur version thermique, notamment liés à la charge de la fiscalité. De façon plus générale sur ce sujet, on peut prendre en considération plusieurs points. D'abord, pour les raisons d'obligation, notamment les normes CAFE indiquées par l'Europe, les constructeurs ont fait beaucoup de progrès et d'efforts pour améliorer leurs véhicules électriques et donc en abaisser le coût. Deuxièmement, ils ont envie d'en vendre. Enfin, ils ont besoin. Donc ils ont besoin d'en vendre. Ils ont besoin d'en vendre. Donc pour cette raison, les véhicules électriques auront un prix d'entrée qui va baisser. Les loueurs ou même les entreprises qui achètent par eux-mêmes ont maintenant des anticipations sur la valeur de revente des véhicules électriques qui s'améliorent. Il y a quelques années, on ne savait pas trop, le marché était essentiellement fait avec des early adopters, donc des gens qui étaient prêts à payer assez cher pour avoir un véhicule électrique d'occasion, et pas forcément représentatif de l'ensemble du grand marché d'occasion qui va se présenter demain sur les véhicules électriques. Maintenant, on commence à avoir des bases de données qui sont plus sérieuses et donc les valeurs résiduelles des véhicules électriques chez les loueurs et chez les entreprises montent et donc le coût descend d'autant. Et puis il va y avoir forcément un espèce de phénomène de fait de la poule. Plus il y aura de véhicules électriques, plus le prix va baisser, plus le prix va baisser, plus il y aura de véhicules électriques. Mais moi je pense que le vrai sujet au fond c'est en amont de ça, dans l'entreprise, c'est de savoir quel véhicule pour quel usage. Le coût, oui, il peut y avoir un écart de coût, notamment sur les hauts de gamme qui commencent à baisser maintenant, qui deviennent compétitifs, c'est moins le cas sur les plus bas de gamme. Oui, si un collaborateur fait 50-60 000 km par an, c'est pas électrique, il faut qu'il soit en diesel. C'est exactement ça. Et donc en amont, le vrai sujet, c'est de faire une vraie analyse des besoins dans l'entreprise. Moi, je suis assez étonné de voir que la loi qui s'impose aux entreprises de faire des plans de mobilité,
depuis janvier 2018. En février 2018, donc 2 mois après l'entrée en vigueur de la loi, seulement 14% des entreprises qui étaient obligées l'avaient fait. 1 an après, c'est seulement 30%. Et je pense que c'est très dommage que les entreprises ne saisissent pas cette occasion de mettre autour de la table des gens du commerce, de la production, des services généraux, de la finance, repassent en revue l'ensemble des déplacements qui sont faits, qualifient ceux qui sont indispensables de ceux qui ne le sont pas, et dans ceux qui sont indispensables, là, on va chercher quelle est la bonne énergie. Et selon les usages, il y a clairement des usages pour lesquels le véhicule électrique, y compris avec son coût, est vraiment recommandé, et d'autres pour lesquels ce n'est pas encore le cas. Vous êtes penché dans votre étude sur les bornes de recharge? Oui, alors sur les bornes de recharge, globalement, les progrès sont considérables. La vraie interrogation, c'est le nombre de bornes de recharge. Donc les annonces se suivent. Dont celle du président Macron. Alors du président, des génératiciens, tout le monde y va de son chiffre. Mais pour l'instant, quand on parle de 10 000 bornes, 200 000 bornes, en 2021, moi je serais très heureux que ce soit le cas. Mais je pense que c'est un sujet dangereux, ça, de brandir des chiffres, de ne pas les tenir. Nous avons, si vous vous souvenez, une expérience qui était le GPL il y a 30 ans, où on avait fait exactement la même démarche. Finalement, les stations n'ont pas vu le jour, en tout cas pas dans le nombre qu'on a attendu. Et puis ceux qui avaient opté pour des véhicules flex-fuel ou qui avaient même fait transformer le véhicule ont été très déçus. Et puis au bout d'un certain temps, on a tué le GPL en France, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Donc je pense que sur ce sujet, il vaut peut-être mieux annoncer moins ambitieux et tenir ses ambitions que d'aller à la surenchère en disant 100 000, 150 000, 200 000 en 2020, 2021. Ça, c'est source de beaucoup de déceptions. C'est drôle parce que vous parlez du GPL qui revient. On voit une marque comme Dacia qui relance le GPL. Ça veut dire que, si je vous pose la question, ça veut dire qu'au fond, est-ce que tout ce qui est biocarburant, c'est mis de côté par rapport à l'électrique? Ou alors, dans les entreprises, vous conseillez le GPL, le gaz, etc. Est-ce que ça peut être aussi une alternative dans les entreprises, qu'il y a une vraie demande également, où tout est focalisé sur vraiment l'électrique pur ou l'hybride? Alors, là aussi, 2 éléments. Il y a effectivement, pourquoi pas, j'ai envie de dire, sur le GNV, le GPL, ça peut correspondre à certains besoins très spécifiques aujourd'hui, puisqu'on a quand même la logique derrière, une fois de plus, toujours d'efficacité opérationnelle, donc des points de recharge, de la capacité de faciliter aussi la vie des collaborateurs, puisque la base du sujet, c'est quand même que le collaborateur puisse faire sa mission initiale. Donc pourquoi pas, on ne se ferme pas de porte. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas une tendance majeure. Et je reviens sur ce que disait François. Oui, c'est important d'avoir une vision des besoins de l'entreprise et de mettre tout le monde autour de la table. Maintenant, il y a aussi besoin d'inscrire cette vision dans la stratégie de l'entreprise. Si on veut à un moment prendre des décisions et avoir des plans d'action opérationnels, il faut remettre ça dans un contexte et se donner de la visibilité. Je reviens donc sur cette logique à un moment d'avoir une méthodologie, d'avoir des étapes, d'avoir une approche qui soit structurée, au-delà simplement du fait d'identifier les besoins. Il faut, et c'est en ce sens d'ailleurs qu'on a déployé depuis 2 ans une méthodologie qu'on appelle SMART, qui veut dire Sustainable Mobility and Responsibility Target, en clair. Pareil, c'est quelque chose de très pragmatique. L'idée, c'est de se dire, d'abord, on fixe l'ambition, parce que cette ambition, dès qu'on va parler de changement et de transition, on touche forcément à 3 grands thèmes, les coûts, bien entendu les critères RSE, et les aspects sociaux. Alors, on appelle satisfaction conducteur ou offre sociale. Bon. Mais il y a forcément des impacts sur ces 3 pans. Donc, pour pouvoir amener une analyse éclairée, se dire quels sont les besoins de l'entreprise, etc., il faut déjà aussi se fixer un cadre dans cette réflexion. Donc c'est ce qu'on propose aujourd'hui à nos clients, sur une méthode en 5 étapes, définir cette ambition, et on a un certain nombre d'outils pour les aider à se positionner sur ces 3 types d'impact, la priorisation de ces trois sujets, de manière à pouvoir avoir une analyse de l'existant en gardant cet angle et cette vision de long terme, ce qui permet ensuite de définir les potentiels de transition, que ce soit sur la transition énergétique ou sur l'intégration de mobilité alternative. Mais sur un même secteur d'activité, sur une même typologie d'entreprise, on aura 2 plans radicalement différents selon comment la stratégie de l'entreprise est déclinée pour les 3 ou 4 prochaines années. Et l'idée, c'est même d'ailleurs d'aller un peu plus loin, de se dire comment on peut même élargir cette mobilité. Et je fais le lien avec ce que François disait, c'est-à-dire là, nous, on aborde souvent le sujet par la mobilité professionnelle et finalement, très très vite, on s'aperçoit qu'on a besoin de couvrir aussi des logiques de solutions pour accompagner les plans de mobilité d'entreprise, le quotidien, etc. Je peux peut-être ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire, parce que la méthodologie en question, la SMART, est très puissante et elle correspond à un vrai besoin.
Souvent, quand je parle avec des responsables de flotte dans les réunions que nous faisons, je leur pose la question, je dis, mais savez-vous quelle est l'instruction que votre patron vous donne entre les 3 priorités qui sont les objectifs en RSE, les réductions de coûts dans TCO et la satisfaction de vos conducteurs? Et un certain nombre d'entre eux me disent, oui, on me demande de faire les 3. Et moi, ma réponse, c'est si on vous demande de faire les 3, il ne faut pas rester dans cette situation parce que vous aurez toujours tort. Si vous êtes au milieu de ce triangle, c'est toujours vous qui aurez tort. Donc vous êtes en droit d'exiger de votre direction générale, de votre président, de votre directeur, qu'ils vous disent, oui, aujourd'hui, nous allons donner la priorité soit à la RSE, soit au TCO, soit à la satisfaction du conducteur, au détriment des 2 autres. Et donc, on va se positionner sur ce triangle. Et cet exercice, il est très difficile et la méthode dont il parle permet précisément d'aider les entreprises à y voir clair sur où ils en sont, ce qu'ils veulent faire et s'inscrire avec un chemin, avec des indicateurs qui permettent de vérifier à tout instant qu'on est bien vers l'objectif qu'on souhaite. Alors justement, qui sont vos interlocuteurs aujourd'hui dans les entreprises? Est-ce que ça a changé? Alors, il a été dit tout à l'heure par Régis, une chose qui est exacte, c'est que de plus en plus, la mobilité fait intervenir différents services et ça fait le lien avec les plans de mobilité dont je parlais. C'est-à-dire, maintenant, si on a en tête que la flotte est grosso modo le 2e poste du compte d'exploitation après la masse salariale et en lice avec l'immobilier, selon les métiers, ça change un peu, mais enfin, c'est ça l'ordre de grandeur. La gestion de la flotte, c'est un sujet qu'il faut aborder de façon très organisée, avec une vision claire de ce que l'on veut faire. Donc ça ramène au triangle que j'évoquais, le coût qu'on est prêt à y mettre, et donc qui sont les interlocuteurs qui doivent être partis dans ce plan de mobilité pour avoir une véritable stratégie en matière de flotte. L'autopartage en fait partie. Est-ce que ça se développe? Est-ce qu'il y a une vraie appétence pour ce sujet? La pétence était très présente avant la période de crise qu'on vient de traverser. Ça a freiné. Alors oui et non, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on reste quand même avec beaucoup de clients qui disposent de ce qu'on appelle de véhicules de pool, de véhicules de service. Donc quelque part, l'autopartage, elle répond à différents besoins, bien sûr, de nouveaux moyens de mobilité, mais aussi à l'optimisation de parcs existants. Donc en ce sens, on continue à avoir des demandes et des intérêts pour l'autopartage. Là, avec la période qu'on vient de traverser, on va dire qu'il y a de nouvelles questions qui se posent, très opérationnelles, là aussi, très pragmatiques pour nos chefs de parc et nos décideurs. C'est de se dire à un moment, à partir du moment où on a des véhicules partagés, il y a des logiques de désinfection, de gestion de ces véhicules. Donc comment on fait? Parce que bien entendu, il faut l'intégrer, toujours la même chose dans la vie au quotidien. Donc ça aussi, on y travaille. Et cette période de crise nous a permis de redéfinir aussi une partie de nos produits et services chez Arval, puisqu'on a lancé un grand programme qui s'appelle The Journey is Go On, donc la mobilité continue, où on va pouvoir... Toujours en anglais, Vono? Alors, toujours en anglais, pourquoi? Parce que l'idée... Exactement, voilà. L'idée, c'est qu'on puisse harmoniser aussi ces approches sur l'ensemble des pays où Arval opère. Donc on est aujourd'hui sur 29 pays. Ça ne veut pas dire que... Oui, d'ailleurs, sur les pays, je me permets de vous couper, comment ça s'est passé? Parce que le Covid n'a pas été qu'en France. Donc c'était, pour vous, qui est international, comment ça s'est passé avec les frontaliers, l'Espagne, l'Allemagne? Comment... Alors, je dirais que finalement, la recette en tant que telle n'a pas vraiment changé. Ça a toujours été sécuriser la partie collaborateur et capacité à faire perdurer l'activité, répondre aux besoins urgents et à l'urgence, oui, des attentes des clients et à l'organisation finalement de la relation avec eux dans ce nouveau contexte, sécuriser les partenaires et là aussi se dire une fois de plus tout de suite comment on va sortir de cette crise, comment on organise cette reprise d'activité en fonction des impacts sur les core business de nos clients, donc de les accompagner dans cette réflexion. Donc, bien entendu, en fonction du contexte de la diffusion du virus, du contexte des prises de décision des gouvernements, des différents gouvernements, les plans d'action ont plus varié, mais la recette, la trame, on va dire, de la stratégie est restée la même. C'est le même virus dans tous les pays d'Europe, donc même cause, mêmes effets, même politique pour les différents pays d'Arval. Et les Anglais continuent de rouler du mauvais côté de la route. Alors, vous avez aussi, parce que j'ai noté une offre pour les particuliers, avec un véhicule à 6,99 € par jour. C'est nouveau, ça? C'est une nouvelle cible, entre guillemets, 6,99 € par jour. C'est quoi l'idée? Alors, l'idée, si vous voulez, c'est à un moment de démocratiser la location longue durée pour tout le monde.
et notamment sur les véhicules à énergie alternative. Donc bien entendu, c'est un pan, on va dire, du marché qu'Arval investit depuis maintenant plusieurs années, le marché du particulier. Alors que ça soit à travers les employés de nos clients, et qui ne sont pas forcément éligibles à un véhicule de fonction ou un véhicule de service. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. On a les programmes Arval for Employee, là aussi, toujours en anglais, parce qu'on déploie à chaque fois ces produits de manière internationale. Mais bien entendu, l'idée, c'est ça, c'est de se dire comment on peut aussi... Enfin, un véhicule coûte de plus en plus cher, c'est ça le constat, hein, c'est qu'un véhicule coûte de plus en plus cher pour tout le monde, notamment pour les particuliers. Ça, beaucoup d'études d'observatoires indépendants, on va dire. Le prix moyen d'un véhicule, c'est 25 000 € neuf. Alors, le prix moyen... Peut-être ce qu'on peut dire, parce que la raison pour laquelle cette location aux particuliers voit le jour, c'est qu'il y a eu une très grande évolution ces dernières années. Aujourd'hui, il y a quelques on est moins années... attaché à la propriété, c'est ça. Alors, c'est pas la seule chose. Quand vous demandez il y a quelques temps encore à un particulier le prix de combien lui coûtait sa voiture, même si sa femme n'était pas là pour entendre, il disait la moitié du prix. Et il voulait surtout pas savoir combien ça lui coûtait. Aujourd'hui, vous n'avez pas une seule publicité d'un constructeur qui annonce le prix de vente du véhicule. Mais toutes les publicités présentent un coût mensuel, un loyer, un LOA, c'est toujours un coût mensuel. Et donc les particuliers, comme les petites entreprises d'ailleurs, qui ont un comportement qui est un peu à mi-chemin entre les entreprises et les particuliers, sont entrés dans cette logique du coût mensuel. Et donc, ils découvrent que la location longue durée, contrairement à ce qu'ils pensaient, n'est pas du tout si chère que ça. Elle est même plutôt un des moyens de financement les moins onéreux pour les véhicules. Et d'ailleurs, il suffit de regarder dans la dernière livraison du baromètre, 39% des entreprises disent avoir recours à la location longue durée et encore 25% de celles-là disent qu'elles vont encore augmenter la location longue durée dans le moyen de financer leur véhicule. Donc c'est aujourd'hui en France le moyen de financement privilégié. Parce que quand on fait les calculs sérieusement et non pas avec simplement le souvenir que oui, la dernière révision qu'on a faite il y a un an, ça m'a coûté tant. Donc quand on fait le calcul sérieusement, la location longue durée est effectivement le moyen de financement le plus référent. C'est une façon basique aussi de mieux prévoir, de mieux gérer finalement. Alors ça consiste à externaliser l'intégralité des risques, les risques de refinancement, puisque une fois que le loyer est convenu, il ne change pas. Les risques techniques de maintenance, éventuellement d'accident, d'assistance, etc. Et ce n'est pas le moindre, le risque de revente du véhicule qui est fixé définitivement à l'entrée du contrat. Et donc, pour un loyer qui ne changera pas, sauf réajustement à la demande du client, s'il y a effectivement des règles de durée kilométrage qui changent, mais sinon, en l'absence de changement, le loyer ne changera pas, quels que soient les événements extérieurs. L'intégralité des risques de la flotte est externalisée au loueur. C'est aussi un changement de mentalité. On est habitué aussi au forfait, hein, ne serait-ce que pour nos téléphones, etc. Exactement. C'est quelque chose auquel aujourd'hui, on est rentré dans notre vie courante. Au forfait, j'ajouterais également qu'avec la montée en technologie des véhicules, cet effet se développe parce que par nature, là où avant, un véhicule aujourd'hui électrique ou hybride, on va avoir des générations de technologies qui se rapprochent, et donc le fait de pouvoir financer un véhicule par un coût mensuel et de pouvoir en changer plus régulièrement, y compris pour un particulier, on va dans cette tendance qui est de financer effectivement l'usage et de pouvoir avoir en permanence un véhicule qui est récent et dans les derniers critères de la technologie en question. Messieurs, il est l'heure de passer aux questions Internet avec Brice Giraud. Bonjour à tous. Première question, pouvez-vous expliciter un peu plus la spécificité de votre offre The Journey Goes On pour les entreprises dans le cadre du déconfinement? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs pans dans ce programme. Je vais en citer deux. Le premier, bien entendu, ça concerne ce que je disais tout à l'heure, c'est la capacité à accompagner nos clients dans tous les sujets d'intégration des mesures sanitaires liées à la crise qu'on vient de traverser, donc notamment tous les sujets de désinfection des véhicules. Quand on parle de véhicules de pool ou d'autopartage en parc, il y a forcément de nouveaux besoins qui sont apparus et qui ne sont pas forcément aujourd'hui gérés dans l'entreprise ou en capacité d'être gérés. Parce que j'imagine que c'est un coût. Et de nouveaux coûts, bien entendu, donc il va falloir accompagner. On a beaucoup travaillé également sur la digitalisation des procédures.
Alors ça, c'est quelque chose qui est né pendant la crise, c'est-à-dire pour nos clients de pouvoir restituer des véhicules qui n'est pas forcément l'objet d'un renouvellement de manière uniquement digitale, donc mais pas forcément rendant le véhicule physiquement, donc ça c'est important. Et tout ce programme, de pouvoir accompagner les clients dans des opérations de livraison, de restitution, d'entretien, dans des logiques plutôt à domicile ou sur des tiers-lieux. C'était des choses qui avaient déjà un peu commencé, mais là maintenant on commence à être sur des programmes très, très construits, très tangibles. Donc ça permet de proposer à nos clients des packages de solutions qui vont leur permettre de gérer ces nouvelles contraintes au quotidien. Tout à l'heure, vous avez dit qu'est-ce que le Covid va changer. Ça, je pense que c'est une des conclusions qu'on pourra tirer. Arval, en 3 jours, avait 100% de ses collaborateurs en télétravail. Ça veut dire que l'intégralité du métier a été fait en l'espace de 3 jours à distance. Ça montre d'abord qu'on était préparé à ça, pas tellement en prévision de la crise, mais qu'on était préparé en ça parce que la digitalisation est une tendance de fond pour laquelle probablement le métier de demain sera extrêmement demandeur. Et finalement, ces services qui ont été mis en place à la faveur Ça a accéléré de la une crise, tendance, quoi. disons qu'on a pu les mettre en place parce qu'on était prêts. On a beaucoup parlé d'électricité. Quelle est la vision d'Arval sur les véhicules à hydrogène ? Alors ça, c'est un vrai sujet. On entend des choses très différentes là-dessus. Vous avez des gens très sérieux comme par exemple Patrick Pellata, l'ancien numéro 2 de Renault, qui est très sceptique sur l'embarquement de l'hydrogène dans les véhicules. Ça va donc faire l'objet d'un prochain cahier de l'Observatoire, parce que c'est quand les gens se posent des questions, on essaye de creuser le sujet. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que l'hydrogène, en l'état actuel, l'hydrogène décarboné est très coûteux. Et donc produire de l'hydrogène décarboné, ça coûte très cher. Si on veut que ce soit vertueux au plan de l'environnement, il faut que ce soit de l'hydrogène décarboné. Mais c'est l'œuf et la poule, c'est pareil, s'il y a une demande et Alors, s'il y a... oui, alors, c'est vrai, pour l'électrique, il y a quand même des pistes intermédiaires. C'est toute l'énergie renouvelable qui est très vertueuse a un inconvénient, c'est qu'elle est désynchronisée par rapport aux besoins de consommation. En gros, vous produisez de l'énergie aux éoliennes quand il y a du vent, c'est pas forcément à ce moment-là qu'on en a besoin. Et donc, il y a un sujet de stockage de l'énergie. Entre le moment où elle est produite et le moment où elle sera nécessaire. Et donc, très probablement, l'hydrogène peut apporter une solution très intéressante pour stocker l'hydrogène provisoirement, de l'énergie renouvelable, et du coup, il devient décarboné. Il y a actuellement un ancien bateau de course qui fait le tour du monde, qui s'appelle l'Energy Explorer, qui est en autonomie complète, qui est une démonstration de ça, qui est très intéressante. Ceux qui ont envie d'en savoir plus peuvent aller voir ça. À terme, très probablement, on va commencer par embarquer de l'hydrogène dans des flottes captives, parce que les stations de recharge sont chères et parce qu'il faut avoir des gros volumes pour que ce soit intéressant. Donc des camions, des taxis, des autobus, ça c'est probablement par là que ça va se déployer. C'est ça qui va permettre le fait la poule régler le problème de fait la poule que vous mentionniez, parce que derrière, probablement, on pourra le développer dans les flottes. Mais la première phase, très probablement, c'est les flottes captives. Les Allemands, eux, sont plus en avance que nous. Enfin, ils mettent Ils le davantage disent. d'argent. Oui. Ils investissent. Ils investissent. Mais pour l'instant, le nombre de véhicules qui circulent à l'hydrogène en Allemagne n'est pas si important que ça. C'est pas... Brice, est-ce qu'il y a d'autres questions Internet ? Il y a globalement une volonté politique de réduire la voiture individuelle dans les grandes agglomérations. Comment Arval prend en compte ceci dans ses offres ? Alors, on revient sur l'idée que ce qu'on pressent, la tendance qu'on voit se dessiner de plus en plus, c'est qu'on va avoir recours à des packages de mobilité. Donc ça veut peut-être dire effectivement utiliser un véhicule jusqu'à l'entrée d'une ville et puis ensuite avoir différents choix qui s'offrent. Et je pense que c'est ça qui fera le succès des nouvelles mobilités, c'est ce côté instantané. C'est en fonction de mon besoin, de l'heure à laquelle j'arrive, des moyens qui sont mis à disposition. Est-ce que je m'orienterai plutôt sur du vélo, plutôt sur du métro, plutôt sur une voiture en autopartage, en free floating, plutôt sur du covoiturage s'il y a une solution qui s'offre à moi, et que tout ça doit être intégré. Ça, c'est complètement d'ailleurs ce qu'on pressent comme grand changement dans le métier de loueur. Il faut être très clair. C'est aussi l'avenir chez nos clients, pour les collaborateurs, pour le métier. Et ça veut dire quoi concrètement, qu'on aura une trottinette dans son coffre, ou ça se passerait comment ? Parce que entre ce qu'on dit et concrètement comment ça va se mettre en place... Je pense que dans la mobilité multimodale qui est en train de se dessiner, pour l'instant, il manque un maillon qui est essentiel, qui est l'application qui permet de savoir en temps réel. Il existe des applications en théorie, mais pas encore en temps réel,
qui ira chercher les données à la SNCF, à la RATP, sur le nombre de Infotrafic, trains, les etc. embouteillages, etc. Et qui sera capable de vous dire, pour ce trajet à l'instant donné, voilà l'assemblage que l'on va faire, qui prendra peut-être une trottinette ou un Uber ou une voiture. Et peut-être qu'au trajet retour ce soir, dans des configurations de trafic de ces différents systèmes de déplacement qui auront changé entre-temps, l'assemblage pour revenir sera différent. C'est cette appli qui manque encore aujourd'hui, mais nous savons qu'il y a beaucoup de grandes entreprises, notamment celles des transports en commun, qui ont des petites start-up internes qui travaillent là-dessus, et donc très probablement c'est ça l'avenir. Ah, il y a juste pour compléter, il y a cette logique de fond, bien entendu, mais aujourd'hui, on commence à avoir des applications pragmatiques. Aujourd'hui, chez Arval, on arrive à proposer à nos clients des solutions packagées, que ce soit sur des vélos partage, sur des chaînages de modification de la car policy pour avoir accès à d'autres véhicules plus verts, complétés de jours d'autopartage qui sont sur des sujets qui sont intégrés dans l'entreprise. Pour l'instant, on est quand même au niveau de l'entreprise, hein, mais de pouvoir multiplier différents dispositifs, une flotte avec une logique de transition énergétique, des véhicules complémentaires pour gérer, donc en autopartage, pour gérer des compléments de mobilité, que ce soit à titre individuel ou pour différents besoins professionnels, des mobilités alternatives d'ores et déjà intégrées, pareil, pour le pro comme pour le perso, du vélo, du covoiturage, demain sûrement de la trottinette. On n'a pas effectivement ce que disait François, encore l'application massive qui permettra à tout le monde demain d'arriver à l'entrée de la ville et puis de choisir son mode. Ça viendra. Mais aujourd'hui, ça viendra et on sait commencer à l'intégrer dans les entreprises. C'est pas toutes les entreprises, hein, bien entendu. On revient toujours sur cette logique de méthodo. Hein. Est-ce que j'ai un potentiel dans mon entreprise, que j'ai une Puis les entreprises qui ne sont pas en ville, donc ils n'ont pas les mêmes besoins. Très juste, mais qui ont pourtant besoin aussi de multiplier les mobilités. Ouais. Le problème de la congestion, le problème des problématiques de stationnement et de transport, c'est pas que Paris. Hein, on le voit maintenant, il y en a beaucoup de nos missions qui ne sont pas uniquement sur Paris. On a toujours le prisme parisien. Exactement, mais il est en train quand même de s'élargir très fortement sur toutes les grandes villes de France. Une question peut-être plutôt pour l'Observatoire sur la fonction de responsable de flotte automobile. Est-ce que vous avez un peu une vision sur l'évolution du fleet management ? Oui, sûrement. Dans tout ce qu'on vient de décrire, on voit bien qu'il y a une évolution assez grande de ce métier. Autrefois, il était très focalisé sur la gestion de la voiture dans l'entreprise. Il est en train de se déplacer vers la gestion des déplacements dans l'entreprise, avec tout ce qu'on a raconté sur la façon dont ça évolue. Il y a un deuxième élément de l'analyse, c'est que la donnée devient essentielle dans la gestion parce que c'est un élément de l'estimation du coût, parce que c'est un élément de remontée de l'information de ce qui se passe dans le véhicule, de la façon dont le conducteur conduit. Et donc très probablement, très certainement même, vont arriver des produits qui reposeront sur les données issues des véhicules. C'est d'ailleurs... ça fait l'objet d'une lutte d'influence entre le monde des constructeurs d'une part et le monde de tout le reste du monde automobile en ce moment. Donc la donnée. Et le coût reste forcément central parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le coût de la flotte est très important. Et donc, il va y avoir une approche budgétaire. Donc, le métier de décideur dans l'entreprise en matière de flotte va se déplacer progressivement sur celui de la gestion de l'ensemble des données qui constituent la satisfaction et le coût des déplacements de l'entreprise. De plus en plus dématérialisé, donc ça c'est sûr. Parler du télétravail, mais le Covid a aussi accéléré ça. Il a en tout cas démontré, accéléré je sais pas, mais en tout cas il a démontré que c'était possible. En fait, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui a estimé à 1% la baisse de productivité des Français qui étaient en télétravail. Alors, ils ont travaillé peut-être un peu moins pendant la journée parce qu'il y avait les enfants dans les pattes, mais un peu plus le soir. Enfin, ils ont organisé leur vie différemment, mais la baisse de productivité est très faible. Ça veut dire que l'ensemble des process et des outils étaient déjà disponibles pour effectuer un travail dématérialisé. Régis Mazera, si on devait résumer, c'est ça l'avenir. On est sur vraiment cette perspective, donc beaucoup plus de mobilité, une dématérialisation des transactions. On va vraiment vers ça. Oui, je rejoins François, c'est-à-dire que c'est vraiment le métier tend vers une pluralité des solutions, des besoins. Je pense que ce qui va surtout changer dans les prochaines années, c'est que ces grandes tendances, finalement,
c'est dans la rapidité du changement en fait que ça va intervenir. Là où avant on avait des tendances, on les anticipait, elles arrivaient plus ou moins vite. Là aujourd'hui, c'est vrai que ça soit sur du légal, sur du fiscal, sur du réglementaire, sur l'offre produit. Et notamment sur les nouvelles mobilités, ça évolue à une telle rapidité que pour une entreprise qui, elle, a besoin à un moment de visibilité et de temps, de visibilité pour savoir où on va et de temps pour implémenter les solutions, c'est compliqué. Donc c'est là où le loueur, finalement, historiquement, alors le loueur a toujours été un partenaire au sens large du terme, mais c'est vrai que le loueur, par nature, c'est quand même un assembleur de services. Il ne produit rien en tant que tel. Donc c'est là où je pense qu'il y a de nouvelles façons de fonctionner demain entre l'entreprise, la façon dont les tâches seront splittées dans l'entreprise et la façon dont les loueurs et les partenaires vont s'adapter. Dans cette logique, une fois de plus, voilà, d'accompagnement multimodal et de réponse à une logique finalement demain plutôt de manager de mobilité plutôt que simplement de responsable de flotte ou de gestionnaire de flotte. Les grands enjeux, ils sont là. Et en tout cas, c'est là où Arval se réorganise, puisque ça a même fait l'objet du changement de la baseline de l'entreprise. Jusqu'à encore la fin d'année dernière, notre slogan c'était We care about car, we care about you. Et on est passé sur une orientation qui est For the many journey in life, toujours en anglais pour supporter la stratégie. Mais qui en clair, c'est quoi? C'est de se dire c'est les mobilités au quotidien, pour toutes les mobilités au quotidien. François Piot, il nous reste très peu de temps. Juste pour conclure, quelle est votre prochaine mission, votre prochain objet d'étude? C'est l'hydrogène? Alors, oui, on a plusieurs thèmes là sur notre to-do list. L'hydrogène, c'en est un. On va s'intéresser aussi au dernier kilomètre. La livraison du dernier kilomètre. Alors la livraison, le dernier kilomètre DVU comme le dernier kilomètre DVP, comment les commerciaux font-ils pour aller demain rendre leur visite à leurs clients en centre-ville? On voit bien que tout ça est en train d'évoluer très très vite. Voilà. Donc, et puis nous avons des publications qui sont récurrentes. Le memento du véhicule d'entreprise qui a, un peu comme le dictionnaire Larousse, a vocation à être sur le bureau de tous les décideurs d'entreprise parce qu'il y a à peu près tout ce qu'il faut savoir. Et comme il est structuré de la même manière d'une année sur l'autre, les gens qui ont l'habitude, ils savent exactement où chercher l'information. Et puis le TCO-scope qui donne des visions sur une longue période de l'évolution du coût des choses sur à la fois les véhicules et leurs énergies. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci. Merci à vous. Passionnant, c'est l'avenir. Et puis, je vous donne rendez-vous pour les journées européennes et digitales qui se poursuivent avec d'autres débats. Et bien sûr, notre rendez-vous à 18h avec Francky Zapata, celui qui va inventer la voiture volante. On va voir si peut-être vous louerez dans quelques années une voiture volante qui fera On partie... l'a vu passer au-dessus de l'avenue aujourd'hui. Qui fera partie de ces solutions de mobilité. On aura aussi une voiture volante pour aller à son travail, pourquoi pas. Merci et bonne matinée.